Comment la solitude a détruit ma vie. Je pense que ça sera le titre de cette vidéo. On est en 2009. J'ai 9 ans. Tout se passait bien dans ma vie. Je vivais en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt. J'avais mon père, j'avais ma mère, ils étaient ensemble. Ils avaient 3 enfants, donc j'avais une petite sœur, un grand frère. Mes parents gagnaient bien leur vie. On manquait de rien. Une très belle enfance. À mes 9 ans, j'apprends que mon grand frère, qui à ce moment-là a 12 ans, moi j'en avais 9, décède d'un cancer. Le diagnostic de ce cancer, c'était un sarcome, enfin un cancer de l'os du genou. J'ai appris ça d'un coup sec. C'est-à-dire que, en fait, pendant pas mal de temps, j'ai vu mon grand frère sous chimiothérapie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai 9 ans. Et je sais absolument pas c'est quoi un cancer. Et je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça représente une chimiothérapie. Je voyais mon grand frère qui souffrait, je voyais mon grand frère qui était malade, j'avais compris qu'il avait des problèmes de santé, et à aucun moment donné, dans mon esprit, je m'étais imaginé qu'un jour il pouvait en mourir. Et même si de le voir en chimiothérapie, c'était très impressionnant, au fond de moi, c'était simplement, il a un problème de santé, peut-être dans 1 ou 2 ans, il va retrouver ses cheveux, il va être guéri, retrouver ses cheveux, etc. etc. Je ne savais absolument pas qu'est-ce que ça représentait. Et je pense que ma famille voulait me protéger, moi et ma petite sœur. Du jour au lendemain, on m'annonce que mon grand frère est mort. Et ça a été, bien évidemment, un choc émotionnel. Mais la violence du choc émotionnel, c'est vraiment le point de départ. Faut bien s'imaginer. C'est inimaginable. Encore plus quand tu n'es pas préparé. Et je pense que dans tous les cas, j'aurais pas pu être préparé à ça. Mais là, ça a été d'une violence sans nom. Je vous laisse imaginer le truc. J'avais 9 ans, mon grand frère en avait 12, je me doutais absolument de rien. Je sais que ça peut paraître totalement incroyable, mais je me doutais de rien. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que à 9 ans, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Mais frérot, ce n'est pas possible !» Mais je tombe en dépression. Je tombe en dépression à 9 ans. La mienne, à ce moment-là, était très accompagnée d'anxiété, de très très fortes anxiétés. Je fais mes premières crises d'angoisse, c'est des grosses crises d'angoisse. C'est très 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 violent. Je commence à avoir mes premières déréalisations. Qu'est-ce que c'est que la déréalisation? Quand vous subissez un choc émotionnel et que par exemple vous allez avoir un taux de stress et d'anxiété vraiment très très haut, votre cerveau va réagir d'une manière et c'est quoi les effets? Votre cerveau va un petit peu se mettre en pause. Et c'est quoi la déréalisation? La déréalisation, en fait, tu as constamment l'impression de pas être dans la vie. Tu as l'impression en fait d'être comme dans la troisième personne. C'est très dur à expliquer comme sensation. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la déréalisation, allez voir sur YouTube. C'est très très dur. C'est très très dur. Et là, il faut s'imaginer que j'ai 9 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression. Je ne sais pas ce que c'est que la déréalisation. Je ne sais pas ce que c'est qu'une crise d'angoisse. Donc quand ça m'arrive, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis en train de mourir littéralement. Tu ne sais pas tout ça quand tu as 9 ans. Quelques mois après le décès de mon grand frère, il va m'arriver un truc assez incroyable qui m'a énormément aidé, et vraiment aidé pour le coup. Je remercie vraiment le ciel de ça parce que à l'époque j'habitais pas très loin du Parc des Princes. Je regardais pas du tout le foot à cette époque-là. Je n'aimais pas le foot carrément. Et un jour, j'ai un ami à moi, donc de mon primaire, qui m'invite moi pour aller voir un match au Parc des Princes. Donc avec mon daron et ses darons à lui, etc. Et là je découvre le football. Je découvre le PSG, le Parc des Princes. Et je tombe amoureux. Voilà, je tombe amoureux, je vais jouer au PSG, je vais être footballeur. Et donc dans la foulée, mon père il m'inscrit dans un club de foot. Donc c'était l'ACBB. Donc le club de foot c'était l'ACBB. Le club de foot de Boulogne-Billancourt. Voilà, l'ACBB Football Club. Petite anecdote par rapport à ça. J'étais en U9, Raymond Domenech, d'un coup, il surgit. Raymond Domenech, le vrai Raymond Domenech. Et il entraîne l'équipe A des U9. Bon, faut savoir qu'à l'ACBB, t'as l'équipe A, B, C, D, E, F. Voilà. Des fois j'étais dans la B. Et très rarement j'étais dans la A, avec Raymond Domenech littéralement, il n'y a aucune vanne. Il y avait aussi, il y avait les 2 enfants de Lilian Thuram aussi, donc Kefren Thuram et Marcus Thuram qui étaient plus âgés, qui étaient U10 ou U11, je sais plus. Enfin voilà, petite anecdote comme ça. Je vais être quelqu'un de hypochondriaque. Donc ça c'est quelques mois après le décès de mon grand frère, je vais devenir hypochondriaque. Hypochondriaque c'est quoi? Hypochondriaque c'est quelqu'un, on va donner un exemple, quelqu'un qui va avoir une migraine, qui va avoir mal à la tête, un mal de tête qui arrive à tout le monde, qui n'est pas grave, tu vois. Cette personne-là va s'imaginer qu'elle a une maladie extrêmement grave. Elle va être persuadée qu'elle a cette maladie extrêmement grave. Elle est sûre de mourir de cette maladie grave. À 9 ans, hein. À 9 ans. À 9 ans, littéralement. Dès que j'avais une douleur, je me souviens, j'avais des douleurs à la jambe. J'avais vraiment des petites douleurs à la jambe. Voilà, des douleurs musculaires à la jambe. Je demandais à ma famille de m'emmener à l'hôpital faire des examens. Et ils l'ont fait, même si en prenant du recul maintenant, c'est quand même assez dur. Je me rendais juste pas compte que ça pouvait faire souffrir ma famille de retourner à l'hôpital, etc. Mais je pense qu'aussi ma famille voulait me montrer que ce qu'avait mon frère, c'était extrêmement grave, extrêmement rare. Même à l'heure d'aujourd'hui, je suis totalement hypochondriaque. À chaque fois que j'avais une douleur, à chaque fois que je tombais mal, à chaque fois que j'avais une migraine, j'avais
un cancer du cerveau. À chaque fois que j'avais mal aux jambes, j'avais un cancer de l'os. À chaque fois que j'avais une douleur, en fait, je me persuadais et j'étais vraiment sûr. La plupart du temps, je m'imaginais bien évidemment un cancer ou une maladie grave, etc., etc. J'allais à l'hôpital faire des examens. Je voyais qu'il y avait rien. En fait, ma famille voulait me montrer que je n'avais rien, que c'était ce drame qui me montrait ça, tout simplement. Pour un enfant de 9 ans, ça fait beaucoup à ce moment-là. Mais malgré tout ça, j'ai le football. Et ça me fait du bien. Voilà, je m'attache à ça. Je m'attache à ça. Donc de mes 9 ans jusqu'à mes 13 ans, je tiens le coup. Parce que je m'accroche à ma passion. Je fais du sport, je ne fais que ça toute la journée. Voilà, j'étais pas sur les bigots. On n'avait même pas de bigots à l'époque. À mes 13 ans, je vais m'ouvrir le genou. J'étais en quatrième à ce moment-là. Je suis au collège, je suis en quatrième. On fait un foot dans la cour de récré. Je m'ouvre le genou, mais avec une grosse ouverture et tout. Donc, il faut aller à l'hôpital. Ok, il faut aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. C'était très compliqué pour moi de rentrer dans un hôpital. Vous imaginez bien, quand des fois j'allais voir mon frère, forcément, tu te rappelles de tout ça. Tu te rappelles des odeurs, tu te rappelles de tout en fait. Donc j'arrive à l'hôpital, ils allaient me recoudre le genou, mais c'était pas très grave, c'était une petite ouverture. Ils m'avaient mis un gaz hilarant que j'avais pas du tout. Ça peut paraître tout con comme ça, mais en fait ils m'ont mis vous savez, souvent les gens ils disent oui, quand tu prends ce gaz tu vois des éléphants roses, etc. Et quand ils m'ont mis ce gaz hilarant, quand j'ai pris ce gaz hilarant, bon, j'ai fait vraiment une mauvaise réaction. C'est comme si j'avais fait de la déréalisation à ce moment-là, mais en plus élevé. C'était vraiment, voilà, en plus élevé. C'était très spécial comme sensation. Et quand je suis sorti de l'hôpital, ça m'a énormément perturbé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on est en début d'année, j'ai eu la mauvaise idée. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. J'avais commencé à jouer aux jeux vidéo, à traîner sur internet, etc. Et j'ai fait le mauvais move que je regrette énormément d'arrêter le football. Parce qu'en fait, le football me donnait un équilibre, que ce soit physique, psychique, socialement, etc. On arrive donc quelques semaines après l'hôpital, un soir, où je vais faire une crise d'angoisse d'une violence. Je m'en souviens très bien. Et c'était beaucoup plus fort de ce que j'avais vécu auparavant. Ça m'a mis KO. Je me souviens à l'époque, mes parents avaient appelé un médecin, tremblé. Bien évidemment, t'as la crise d'angoisse. Je me rappelle, j'avais tout de suite de la déréalisation. Mais une déréalisation, d'en parler, j'ai du mal à en parler. Tellement que c'était... J'ai 13 ans, tu vois, à ce moment-là. J'ai 13 ans, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai du mal à me reconnaître dans le miroir. Parce que la déréalisation, c'est ça. Et ça a été très 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 compliqué. Et je peux le dire, à ce moment-là, j'étais clairement en dépression sévère. D'une violence. J'ai 13 ans à ce moment-là. Voilà, d'une violence. Donc c'est très compliqué pour moi. Je décroche scolairement. Voilà, je décroche. Là, j'avais complètement décroché scolairement. Anxiété, la dépression. Quand tu as 13-14 ans, que tu es tout seul et que tu ressens l'envie d'être tout seul parce que tu as l'impression que personne ne te comprend et que tu vois toutes les personnes de ton âge aller bien, vivre la vie de n'importe quel préado, tu vois. C'est dur à ce moment-là. Et quand j'arrive au lycée, en fait, je voyais toujours les autres créer des liens, avoir de belles amitiés, vivre comme n'importe quel être humain et les autres le faisaient naturellement et instinctivement en fait. Et moi en fait, j'ai l'impression que tout le monde vivait sa vie de manière naturelle et instinctive, de façon très simple, genre vraiment comme si c'était d'une simplicité en fait. J'ai l'impression que c'était hors de portée parce que en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé la dépression, l'anxiété, mon hypocondrie, mes traumatismes. C'était beaucoup plus qu'un frein dans ma vie. Parce que en fait, je me persuadais moi que j'étais comme les autres, que je faisais la même chose que les autres. Très 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 compliqué d'aller vers les autres de façon naturelle et spontanée et de profiter avec les gens en fait. Même quand j'étais avec des amis ou peu importe si je passais un bon moment, j'étais toujours ce petit garçon qui était détruit de l'intérieur. Ça ne pouvait pas bien se passer en fait. J'étais incapable, que ce soit dans mes relations amoureuses. Je me persuadais d'aimer la personne. Je me persuadais de passer du bon temps avec la personne. Et là, je me rends compte à quel point ce drame m'a vraiment détruit à ce point-là. J'avais une charge émotionnelle qui était très importante. C'était un premier coup de massue. J'en voulais à la vie. Je suis hypocondriaque, extrêmement anxieux. Bien plus qu'on peut l'imaginer. Vous savez ce que c'est, vous savez à quel point l'anxiété ça détruit. Je veux faire comme les autres, je veux vivre comme les autres en fait. Je veux vivre ce que les autres vivent. Mon cerveau en fait, il est comme en veille, il ne fonctionne pas en fait. Et ça ne peut pas fonctionner avec les autres en fait. Dans ces moments-là, ça ne peut pas fonctionner avec les autres. Donc là, je commence vraiment à m'isoler. Par le plus grand des hasards, j'ai 17 ans. Je suis invité par TK78 à l'époque. Je fais un peu des vidéos sur YouTube, j'ai 17 ans. Je fais pas mal d'autres trucs sur Internet aussi qui me rapportent un peu d'argent, etc. Tous ces mois où je suis resté au Canada avec Azulek, là, l'aventure que j'ai vécue là-bas à mes 18 ans, c'était génial. Mais je souffre. Je rentre du Canada, je rentre en France, et là je commence à vraiment m'isoler. Je commence à m'isoler. Et quand je parle d'isolement, en fait, il faut bien réaliser que je pouvais passer 5 mois d'affilée sans voir personne.
Voilà, j'arrive à mes 20 ans et là, de mes 19 à mes 20 ans, je m'isolais de plus en plus. Et j'en suis arrivé au point où je pouvais passer 5 mois d'affilée sans voir personne, du moins très très peu. Je réalise à 20 ans que je suis toujours ce gamin détruit par ce qui s'est passé en 2009. C'est de plus en plus dur en fait. Les années passent et je suis là. Je suis juste un morceau de steak qui attend, qui brûle. Juste un morceau de steak qui brûle. Qui brûle. Donc l'isolement était violent. L'isolement m'a tabassé. L'isolement m'a tabassé. À ce moment-là, en fait, je gagnais ma vie grâce à Internet. Je parle pas que de YouTube. YouTube me rapportait de l'argent. Je trouvais toujours un moyen de faire de l'argent sur Internet. Donc en fait, si tu veux, j'étais pas confronté à la vraie vie. J'étais hors de la matrice. J'étais hors système. J'étais hors de la matrice. Je me persuadais que ça allait. Je me disais, mais voilà, j'ai pas d'autres termes. La solitude, au fil des années, va me tabasser. L'alcool, tu vas chercher du réconfort quelque part. Donc j'ai commencé à boire. On arrive au confinement et là, blackout. Bon, en fait, le confinement, ça a changé rien pour moi. Et là, j'ai commencé vraiment à boire tous les jours. Au fond de soi, on se dit, mais malgré toute cette souffrance, putain, j'ai l'alcool. J'étais dans un appartement pendant des mois, jusqu'à 2021. J'étais dans un appartement isolé. Je répondais plus à ma famille. Le seul moment où je voyais des gens, c'était pour aller chercher mon alcool. Isolé. Vous imaginez bien que dans mon cas, avec mes problèmes d'anxiété, le fait que je sois hypocondriaque, vous imaginez qu'en réalité, je pensais que l'alcool m'aidait, mais enfin pas du tout, hein, parce que ça détruit ton corps, ça détruit ton cerveau. Je vous laisse imaginer toutes les fois, toutes les phases où j'ai cru être malade depuis mes 9 ans. J'avais comme l'acheminement de quelqu'un qui avait un cancer et qui allait mourir. Je n'avais pas de cancer, mais pour moi j'avais un cancer, et dans quelques mois j'allais mourir. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est ce que je ressentais. Et là je me suis enfoncé. Je suis arrivé au point de non-retour. Je suis arrivé au moment où j'étais achevé. Et quand tu arrives au point de non-retour, C'est dur à expliquer comme sensation, tu rentres dans les ténèbres. N'essayez pas de vous faire croire que la solitude est bien pour vous, parce que c'est pas le cas. Parce que si vous continuez à vous enfoncer, vous allez arriver à un point de non-retour. Et une fois que vous avez passé le point de non-retour, vous allez regretter toute votre vie. Le point de non-retour, où en fait ta dépression devient une dépression sévère. Et quand je parle de dépression sévère, c'est une dépression sévère. Où ton anxiété devient une anxiété plus que tu n'as jamais ressentie. Certains peuvent pas s'imaginer en fait. La santé mentale, peu importe qui tu es, combien tu as sur ton compte bancaire. Quand les gens ils me disent Cagoule, c'est quoi qui te rendrait heureux? C'est que par rapport à ça en fait. Je leur réponds, mais en fait, moi quand je me lève le matin, j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas ressentir tout ce que j'ai ressenti dans le passé. J'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas ressentir tout le mal que j'ai ressenti. Voilà, tout ce que je vous ai parlé en début de vidéo, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais souffrir mentalement, psychiquement, psychologiquement? Et ma définition du bonheur, pour moi, mon bonheur à moi, la santé mentale. La santé mentale, avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Pour moi, le bonheur, c'est que ça. Si je devais donner un vrai conseil, c'est ça en fait. Sous-estimez pas la santé mentale. Stimulez-vous. Soyez connectés, c'est malheureux. Soyez connectés à la matrice, le système, tout ça. Soyez dans la vie en fait, avec les autres êtres humains. Vivez tous les jours avec d'autres êtres humains. Trouvez-vous une passion. Ne laissez pas les ténèbres vous bouffer. Ne laissez pas la solitude, les ténèbres vous bouffer. Et en vrai, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que j'ai tout dit. Il y a peut-être des trucs que j'ai peut-être pas... Il y a peut-être des trucs dont j'ai pas parlé en profondeur, qui auraient été peut-être importants à dire.